petit changement. On écoute tout de suite Hélène Polia sur simplification et numérique. Chère Hélène, c'est à vous. Merci Thomas, je ne sais pas si je On suis vous voit, on visible. vous entend parfaitement. Oui. C'est impeccable. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureuse évidemment de participer à ce colloque. Merci beaucoup à Lucie et à Arnaud C de m'avoir gentiment invité. Je suis très heureuse de passer juste après mon doctorant devenu docteur, David Charbonnel, hein, dont il sait tout le bien que je pense de lui, donc je ne vais pas le redire, mais il s'est caché, donc il ne rougira pas directement. Et puis, je fais un petit coucou amical à Geneviève Couby en souvenir de notre concours commun. Voilà, donc ça me fait plaisir de l'avoir réaperçu lors de ce colloque. Euh, alors, je me suis beaucoup interrogée parce que Lucie m'a donné, comme elle sait le faire souvent, un sujet largement infaisable. Parce que je pourrais vous dire, la simplification et le numérique par rapport au service public, la simplification, il n'y en a pas, donc ça va rattraper le temps perdu éventuellement du colloque, donc on pourra passer à la contribution suivante. Bon, non, je plaisante, on peut donner quelques éléments, mais c'est vrai que la simplification en réalité me semble, alors je vous donne tout de suite, c'est pas comme dans les romans policiers où on attend la dernière page pour connaître le criminel, là je vais vous dire tout de suite qu'à mon avis, la simplification ne constitue pas, me semble-t-il, un nouveau principe du service public, mais je vais quand même essayer de vous le démontrer, en tout cas d'essayer de vous le démontrer, parce que évidemment toutes les nuances peuvent être invoquées. Alors d'où ce sujet? Est-ce que c'est un nouveau principe du service public numérique, ou est-ce que finalement ce n'est, et je pencherai plutôt pour ce deuxième aspect, qu'une injonction constante, un leitmotiv de l'action publique prise dans son ensemble? Alors, simplification, nouveau principe du service public. Alors, c'est vrai que un certain nombre d'auteurs ont estimé que finalement, la consécration d'un nouveau principe fondamental du service public supposait qu'il soit reconnu par un certain nombre de textes, à différents niveaux juridiques, bien entendu, mais aussi qu'il constitue finalement un socle qui soit acceptable ou en tout cas utilisable par l'ensemble des services publics. Alors, ça c'est sûr que si on doit mesurer la consécration du principe de simplification au nombre de textes qui parlent de la simplification, c'est sûr qu'on a un nouveau principe fondamental du service public. Sur les 10 dernières années, il doit y avoir à peu près 150 textes qui parlent de la simplification. Et quand ils ne sont pas intitulés simplification, il y a au moins un de leurs titres qui concerne la simplification. Je prends la fameuse loi ESSOC, dont, outre que le titre ne veut strictement rien dire, les titres sont un peu à l'avenant, puisque on note que le titre 2 de la loi ESSOC parle d'une action publique modernisée, simple et efficace. Donc, on ne l'a pas dans le titre de la loi, mais on l'a quand même dans un des titres qui traite de cette question. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'au-delà de ce discours, finalement, puisque c'est avant tout ça, eh bien, on a toujours les mêmes complexités du droit, y compris d'ailleurs dans le droit du numérique. On a des combinaisons de textes qui sont toujours aussi compliquées, on a des décisions juridictionnelles qui en ajoutent, et finalement, donc, il semble qu'on soit assez loin de la simplification, encore une fois, y compris par la voie numérique. Je vais y revenir. Alors tout d'abord, il faut peut-être s'entendre sur ce que c'est que la simplification. Et là, en matière de définition, je dois vous dire que le tour d'horizon est assez vite fait, parce que soit chacun a sa définition, soit en tout cas, il n'y en a pas de véritablement consacré. Alors, on a évidemment, on peut se référer au vocabulaire juridique, au site internet, etc. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est quand on va sur le site internet viepublique.fr, on trouve la définition suivante: la simplification des formalités et des procédures administratives consiste en une série de mesures pragmatiques et concrètes destinées à faciliter les relations entre l'administration et les usagers. Bon, et avec ça, on est extrêmement avancé, la doctrine est au beau fixe et on peut donc construire une théorie là-dessus sans aucune difficulté. Alors, on a beaucoup parlé du choc de simplification en 2013. J'ai toujours l'habitude de dire à mes étudiants que j'ai vu le choc, mais pas encore la simplification, mais qu'elle ne saurait sans doute tarder, et qu'en tout cas, elle n'est pas complètement à l'ordre du jour, y compris encore une fois en matière de numérique. Je note quand même qu'un site internet du gouvernement est dédié à cela. S'il faut un site internet pour la simplification, c'est quand même inquiétant, mais quand même, ça s'appelle, vous vous en doutez, simplification.modernisation.gouv.fr, rien que l'intitulé est lui-même simple. Alors,
On a évoqué, et Geneviève Couby m'a facilité la tâche puisqu'elle a déjà abordé la question des startups. Donc il est vrai que c'est un peu curieux puisque la simplification se fait effectivement par le mécanisme de startup, dont on pensait qu'elle pouvait être quand même relativement éloignée des principes classiques du service public. En tout cas, on voit que l'activité des startups se déploie au contact des utilisateurs, dit M. Carléo au titre de la doctrine. Les maîtres mots sont souplesse, simplification, rapidité et efficacité du service public. Alors, simplification à l'aune du numérique, il faut essayer d'en dresser les contours, mais ce que l'on remarque, c'est que dans tous les textes que l'on peut voir, y compris d'ailleurs dans le domaine du numérique, la simplification n'est que très rarement en lien avec le service public. La plupart du temps, elle est en lien avec l'administration publique, ce qui est quand même un petit peu différent, puisque ce n'est pas au niveau même de la construction du service public. C'est sur les relations entre l'administration et les usagers, mais ce n'est pas sur la délivrance même de la prestation du service public, donc qu'on pourrait comparer, j'allais dire, au principe classique, égalité, continuité, adaptation. Donc on en est quand même très loin. Alors, c'est vrai que la simplification, et ça va être le premier point de mon intervention, a du mal à apparaître comme disposant d'une autonomie, en particulier au titre des principes généraux du service public, puisque, encore une fois, c'est plutôt lié à la transformation numérique de l'État, etc., c'est-à-dire en fait lié au concept du New Public Management essentiellement, en tout cas c'est en lien, et dans un deuxième temps que si jamais on arrivait à ériger ou à trouver un principe de simplification ou de simplicité, eh bien on aurait sans doute beaucoup de mal à en assurer le respect. Donc 2 points extrêmement simples. Premier point, donc, la simplification a beaucoup de difficultés à émerger, me semble-t-il, en tant que principe autonome du service public. Alors, est-ce qu'on peut l'identifier par rapport aux autres principes fondamentaux du service public? Ce sera mon premier point. Et deuxième point, est-ce qu'il aurait un contenu particulier? Alors, évidemment, point que je vais essayer de traiter assez rapidement compte tenu du temps qui m'est imparti. Alors, l'autonomie par rapport aux principes fondamentaux, aux autres principes fondamentaux. Bon, je ne ferai pas l'injure à ceux qui m'ont précédé de rappeler les principes fondamentaux, donc égalité, continuité, adaptation, neutralité, bon, tout ça joue, y compris en numérique, on vient de le voir. Bon, l'accès aux services publics dématérialisés postule le respect du principe d'égalité entre les usagers. Bon, on a vu les difficultés, égalité entre les territoires, bien entendu, mais du fait justement alors des zones blanches, etc. Bon, je ne reviens pas, les difficultés d'accès. Or, l'accès au service public postule quand même justement que cet accès soit simple, c'est-à-dire que là, on est complètement entre l'accès et la continuité, on est entre l'accès et l'égalité. Est-ce qu'on peut accéder facilement, donc de manière simple, à un service public? Ben oui, si on est sur un territoire qui est bien desservi par le haut débit, etc. Mais la simplification ici se confondrait finalement d'une certaine manière, ou en tout cas rejoindrait l'idée d'égalité, égalité entre citoyens, est-ce qu'on manie les outils ou pas, égalité entre les territoires, est-ce qu'on est couvert par le haut débit ou pas, et puis donc simplification, simplicité dans la délivrance de la prestation. Je dois vous dire, on en a un petit peu parlé, que la simplification dans l'accès au numérique peut se trouver, je pense que tous les élèves de terminale me rejoindront, dans la plateforme Parcoursup, qui effectivement est d'une simplicité quand même tout à fait déconcertante, non seulement dans son accès, mais dans les croix qu'il faut cocher. Et je dois dire que si vous n'avez pas un accompagnant près de chez vous qui maîtrise parfaitement l'offre de formation des différents établissements d'enseignement supérieur, la simplicité d'accès à certaines plateformes laisse quand même, me semble-t-il, à désirer. Heureusement, nous avons les algorithmes qui sont tellement simples qu'on peut nous les transférer puisque nous avons un droit d'accès et que nous pouvons connaître la litanie de leurs sigles. Alors, la transformation du numérique repose sur tech.gouv, puisque c'est l'idée initiale, vous le savez, qui réside, et c'est marqué d'ailleurs dans les textes, dans la simplification des services publics, je cite, pour que chaque usager puisse accéder à ses droits et accomplir ses obligations administratives de manière facile, rapide et ergonomique. Je pense qu'il vaut mieux ne pas rire à la suite de cette définition, mais en tout cas,
il est clair que la volonté, et on le voit bien, la nuance me semble-t-il, la simplification du service public est pensée comme une simplification des procédures, ce qui n'est pas la même chose, une simplification des obligations administratives, mais en tout cas pas une simplification du service public lui-même, me semble-t-il, puisqu'on ne confond pas complètement les procédures et la prestation et l'accès au service public. Alors, c'est vrai que ça peut être relativement simple, mais on a vu, il y avait un certain anonymat, je n'y reviens pas. Lien avec l'égalité, mais lien aussi de la simplification avec la continuité. Alors là, je passe vite puisque David Charbonnel l'a largement indiqué. La simplification, eh bien, c'est par exemple la possibilité aussi d'accéder à n'importe quel moment aux plateformes, aux services publics. Et effectivement, ça se confond avec la continuité. Si vous avez envie de remplir votre déclaration d'impôt en ligne à 3 heures du matin, bon, si vraiment vous avez, soit ça vous travaille vraiment tellement que vous êtes obligé de le faire à ce moment-là, soit effectivement, vous avez tellement peur de ne pas respecter la date que vous vous y mettez à cette heure-là, vous pouvez accéder effectivement. Donc la simplification, c'est aussi la simplification, j'allais dire, de l'organisation horaire par rapport aux usagers. On peut accéder à n'importe quel moment, mais ça se confond avec la continuité. Alors, simplement, j'allais dire, la simplification peut aussi se retourner un peu contre l'usager parce que du coup, on va vous dire, enfin l'administration est en droit de vous dire, mais puisque vous avez accès au service public n'importe quand, j'allais dire, si vous n'arrivez pas à remplir vos obligations, c'est de votre faute. Donc, l'obligation qui est ainsi constituée est, j'allais dire, renforcée d'une certaine manière par le numérique. Et vous ne pouvez pas, du coup, dire, non, il y avait de la neige, j'ai pas pu sortir de chez moi, donc j'ai pas pu faire ma déclaration d'impôt. Ou bien alors, j'ai pas pu accéder au service. Non, vous aviez la possibilité de le faire à n'importe quel moment et avec n'importe quel accès. Alors, il faudrait sans doute s'interroger sur le fait aussi que cette dématérialisation, évidemment, va peut-être remettre en cause aussi l'exercice du droit de grève, puisque du coup, il suffit d'avoir sans doute un nombre de personnel moins important. Donc, lié avec l'égalité, lié avec la continuité, la simplification est liée aussi à l'adaptation constante, puisque l'idée, c'est de s'adapter en permanence aux évolutions du numérique, donc de trouver des moyens plus simples d'accéder aux différentes plateformes. Donc, difficile de faire une autonomie du principe par rapport à ces différents éléments. En revanche, il peut y avoir peut-être une certaine autonomie par quelques aspects du contenu. Ce sera mon deuxième point, autonomie par le contenu. L'autonomie de la simplification par rapport aux lois fondamentales serait une exigence construite au regard peut-être d'un certain nombre d'obligations nouvelles du service public numérique. Alors c'est vrai, je vous l'ai dit en commençant, qu'on a tendance à parler de la simplification du droit, de la simplification de l'action publique, mais pas forcément de la simplification du service public en lui-même. En tout cas, ce qu'on pourrait dire, c'est que probablement, la simplification serait un nouveau principe de gestion du service public plutôt qu'un nouveau principe fondamental du service public. Un nouveau principe de gestion qui serait sans doute à relier ou à mettre sur le même plan que la performance, l'efficacité, la rentabilité. En tout cas, c'est plutôt sans doute de ce côté-là qu'il faut chercher. Alors, est-ce que la simplification peut du coup, dans ce contexte-là, et en lien peut-être avec les nouveaux principes, enfin nouveaux, tout est relatif, pourrait être liée par exemple à la transparence. C'est vrai que dans la loi du 9 décembre 2004 sur la simplification du droit, eh bien, on essayait de mettre en place un accès homogène aux documents administratifs. On parlait de la réutilisation des données publiques, etc. Mais attention ici, plus que de la simplification, c'est plutôt l'homogénéisation de l'accès, pas forcément une simplification au sens strict du terme. On parle de la cohérence des textes, on parle de la lisibilité. Donc c'est vrai que la transparence est probablement un des aspects de la simplification, parce que justement, on accède plus facilement à un certain nombre de données, mais ce n'en est probablement que l'un des aspects. Si je continue sur la transparence, on parle beaucoup, au titre de ce principe du service public parfois, de la motivation. La motivation ferait partie des éléments que l'on donne à l'administré. Mais justement, le numérique ici pose problème puisque on le voit malheureusement en matière de justice, mais on le voit ailleurs aussi, on commence à prévoir sur des plateformes des motivations stéréotypées, des motivations standards qu'on pourra réutiliser. Est-ce que vraiment ce principe de simplification va être plutôt en faveur de l'usager ou plutôt pour faire gagner du temps à l'administration? Alors, on va me dire, oui, mais le Conseil d'État vérifie justement que la motivation n'est pas stéréotypée, fait état d'un certain nombre de faits.
Je ne suis pas sûre que ça résiste longtemps à une analyse à partir de motivations un peu toutes faites dans lesquelles on mettra un peu de faits spécifiques à l'affaire. Je pense que c'est un risque, en tout cas, que ces motivations deviennent un petit peu plus standardisées que ce qu'on avait au départ. Et puis, il est difficile de confondre simplification et transparence parce que la simplification, c'est la possibilité d'accéder librement et directement aux services publics par la voie numérique, mais justement, cela impose certaines limites liées à la transparence. Bon, l'absence d'interlocuteur, on l'a déjà dit, puisqu'on se retrouve face à une plateforme et pas simplement par rapport à quelqu'un, comme l'a dit très justement Geneviève, c'est un numéro d'identifiant qu'on a en face de soi, c'est tout, parce qu'il y a les algorithmes, parce qu'on ne sait pas qui est responsable du service. La simplification peut être liée à l'opacité également, on ne peut pas tout transmettre non plus à l'administré, et donc on va sans doute se priver d'un certain nombre d'éléments. Donc, par certains aspects, la simplification pourrait être un corollaire, un démembrement peut-être de la transparence, mais sachant que tout ce qui est échange, participation, contradictoire, tout cela, qui est inhérent normalement à une procédure administrative dans le cadre d'un service public, eh bien, disparaît largement parce que en ligne, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus difficile de présenter ses arguments. On voit mal présenter à une machine un certain nombre d'arguments, même si les plateformes sont plus ou moins bien faites. Alors, je fais juste une petite référence aussi. On parle beaucoup de simplification aussi dans les textes. Vous le savez, les circulaires doivent être publiées. Alors là, je m'engage sur un terrain très bien connu de Geneviève, donc je n'ai pas marché dans ces domaines. Mais vous savez qu'on a beaucoup parlé, oui, les publications, tout ça, ça doit être sur des plateformes, circulaire.gouv.fr, etc. Sauf que je vous le rappelle qu'Édouard Philippe, dans une de ses circulaires justement de juin 2019, avait dit on arrête les circulaires parce que c'est trop compliqué, il y en a trop, on n'y comprend plus rien, ce qui n'est pas d'ailleurs complètement faux. Donc on va se contenter de faire des communications directes via des sites internet. Oui, simplement, je pense que vous avez pu voir sur les sites des ministères, on a tellement de geeks dans les administrations centrales, je pense, que pour trouver une information sur le site d'un ministère, il faut quand même avoir un petit peu de temps devant soi pour trouver la bonne réponse au bon endroit, sachant que les forums en question ne sont pas non plus parfaitement fiables. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a quand même un risque, vu la jurisprudence Justi de juin 2020, à ce qu'on se méfie des réponses qu'on va faire dans les forums en question, parce que ce sera éventuellement susceptible de recours. Donc, je pense que là, on a quand même une simplification qui, à mon sens, va, si vous me passez l'expression, marcher sur des œufs pour éviter des contentieux divers. Alors, c'est vrai quand même que tout n'est pas négatif, je ne voudrais pas donner cette impression, mais la simplification, ça a quand même conduit à la mise en place du service « dites-le nous une fois ». Alors, je trouve que le nom est très bien choisi parce qu'on a l'impression que l'administration est totalement sourde. C'est-à-dire, on l'a dit une fois, puis il faut lui répéter, puis il faut lui répéter. Donc là, maintenant, on a « dites-le nous une fois ». Donc, l'administration ne doit pas redemander 15 fois à l'administré le même document qu'il a donné pour des administrations différentes. Donc, c'est vrai. Donc, d'une certaine manière, il y a quand même des éléments intéressants. Mais à mon avis, la simplification, donc peut-être liée pour partie à la transparence, pose quand même un problème au regard d'un autre principe qui est beaucoup discuté en matière de service public, qui est quand même le principe de participation. Et là, j'allais dire, il ne me semble pas que les deux puissent fonctionner de pair, en tout cas on ne nous l'a pas présenté comme ça. On nous dit, et c'est de plus en plus vrai, que l'usager doit participer, doit être acteur du service public, acteur des décisions, il doit trouver sa place dans le processus d'élaboration des textes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, une bonne chose, c'est vrai, et là j'étais la première à critiquer les pouvoirs publics sur cette question, on a supprimé des commissions administratives. Alors là, c'est vrai que les commissions Théodule en France, on en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines, et c'est vrai que les suppressions de certaines commissions administratives étaient tout à fait justifiées probablement. Donc, la simplification du paysage administratif, la suppression de commissions consultatives qui effectivement intervenaient de manière, il faut le dire, assez formelle dans un certain nombre de cas, ont pu être supprimées. Je fais juste quand même une petite remarque, mais vous allez croire vraiment que je suis perfide ce matin, mais la loi de simplification, la plus récente, la loi du 7 décembre 2020, la fameuse loi ASAP, a quand même indiqué, été présentée, c'est important, par le ministre de l'Action et des Comptes publics. C'est important, ça veut dire quand même qu'on le rattache à une logique qui est quand même plutôt gestionnaire et financière qu'autre chose. Et il y avait 3 objectifs à cette loi: accélérer la mise en œuvre des décisions en évitant des consultations souvent trop formelles, privilégier d'autres modes de consultation publique
dégager du temps administratif pour faire autre chose. Donc on est bien dans cette logique, on gagne du temps, on réduit les procédures, on accélère, etc. Le problème étant que la loi ASAP, je vais y revenir dans un instant, a quand même supprimé des commissions, mais, et alors c'est intéressant de voir entre le dépôt du projet de loi, l'étude d'impact et ce qui en est résulté, qu'on en a supprimé certaines, mais qu'on en a laissé d'autres. Alors, pour des raisons inconnues, on dit parfois que les voies du Seigneur sont impénétrables. Je pense que les voies du Parlement le sont aussi, parce qu'on en a laissé quelques-unes dont je ne vois absolument pas l'intérêt. Et en tout cas, on les a laissées. Alors, on a aussi regroupé des structures. Ça, c'est aussi important parce qu'effectivement, ça peut être simple. Sauf que, c'est pareil, hein, il y a toujours le revers de la médaille. Simplification, on a vu ce que ça donnait, par exemple, en matière de déconcentration pour les regroupements des directions. Alors, c'est peut-être simple, mais les intitulés, je pense que la simplification des intitulés, elle reste encore à faire parce que pour savoir à quelle direction vous devez vous adresser, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, simplification rimerait avec limitation du processus consultatif. Le problème étant que là, la simplification par les plateformes numériques, par l'accélération des procédures, par la dématérialisation, se heurte quand même au risque de priver les administrés de garanties effectives dans les processus de décision. Si on dit que l'accélération, c'est on supprime les consultations, on accélère les procédures, etc., ça veut dire qu'on risque, en simplifiant, priver un certain nombre d'administrés de garanties. On réduit le formalisme, mais est-ce que le formalisme n'est pas, lui aussi, quand même, une garantie pour les usagers? Et dans ce cas-là, il faudrait essayer de le combiner avec la jurisprudence d'Anthony. Est-ce qu'on peut arriver dans tout cela à faire coexister tout ça? Est-ce que du coup, la simplification n'est pas plus actuellement un principe favorable à l'administration qui va se passer de procédure, qui va restreindre, et défavorable à l'administré, qui lui va se retrouver sans garantie de consultation, sans garantie de procédure, sans contradictoire. Alors je force le trait, bien entendu, mais du coup la simplification conduirait paradoxalement à un renforcement des pouvoirs de la puissance publique, qui pourrait aller plus vite, qui pourrait statuer plus rapidement, donc en finalement laissant de côté un certain nombre de garanties. Alors là, je reprends ce qui a été dit par Geneviève et par David aussi. On transforme effectivement la figure de l'usager ou de l'administré dans cette perspective. Alors, parce qu'on a l'impression effectivement que, du coup, puisque tout est simple et parce qu'on passe par le numérique, eh bien, on l'a vu, les accès aux plateformes étant plus faciles, lorsqu'un administré ou un usager va estimer qu'il n'a pas le service public qu'il le souhaiterait, dont il a besoin, il va essayer de créer avec quelques autres une plateforme. Hein, on l'a vu avec Airbnb, on l'a vu avec le covoiturage, au moment des grèves des transports. Et donc, tout le monde va se réunir sur une plateforme pour essayer de rendre le service. C'est un service public par la voie numérique, il n'y a pas de problème. Sauf que la voiture n'est pas encore numérique, mais bon, c'est un détail. Mais on essaie de se regrouper autour d'une plateforme et on va fournir cette offre. La seule difficulté, c'est que certes, l'usager est bien co-auteur. Là, j'ai pas de problème avec l'approche. Mais que la puissance publique va intervenir en deuxième ou troisième relais pour dire « Ah, mais attendez, là, votre initiative m'intéresse, je vais en faire un service public, je vais vous donner des subventions, etc. » Donc, du coup, ça change même la notion de service public et on ne retrouve finalement la puissance publique qu'après coup, c'est-à-dire au moment où elle va en quelque sorte labelliser le projet. Vous savez, le fameux label service public qu'on va voir arriver éventuellement. Et donc, on aurait finalement une forme un peu négative de la simplification par rapport au service public qui finalement écarterait la puissance publique de sa création, mais ne la ferait intervenir qu'après coup, au moment du fonctionnement. Donc, on aurait cette espèce d'approche, j'allais dire un peu perverse, un peu en trompe-l'œil en tout cas. Et donc, on développe donc la simplification des procédures, mais j'allais dire un petit peu à l'encontre de l'usager le plus souvent. Donc, procédure accélérée, mais qui prive de garantie peut-être un certain nombre de personnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait la même chose dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a accéléré les procédures, on a dit il faut libérer les innovations, etc. On fait pareil dans la sphère publique, mais sans avoir réfléchi qu'il faut quand même un certain nombre de procédures qui sont normalement formalisées et qu'on va, au nom de la simplification, laisser de côté. Très rapidement, un deuxième point sur le respect aléatoire de l'exigence de simplification. Alors, respect aléatoire, je vais passer assez vite sur la valeur juridique, puisque je vous ai dit que le principe de simplification, à mon sens, n'existait pas. Je vais quand même pas passer 2 heures sur sa valeur juridique, hein, ce serait un peu compliqué, mais je vais quand même vous en dire 2 mots, et puis après, je verrai quelle est la sanction possible. Alors, valeur juridique, je ne vais pas dire du principe, mais peut-être de cette exigence de simplification. Alors, elle est fixée au niveau législatif. Oui, tous les textes parlent de la simplification. Bon, on peut estimer qu'il aurait une valeur législative. Bon, principe général du droit, principe législatif, peut-être. Bon, en tout cas,
il n'y a pas, je crois que c'est clair, en tout cas pour l'instant, un droit à la simplification pour l'usager ou pour l'administré. Ce serait plutôt, me semble-t-il, un principe de technique juridique ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, un principe de gestion du service public, un petit peu comme le prolongement de la mutabilité en quelque sorte, un principe de gestion lié à l'adaptation constante. On pourrait imaginer que, tout comme le principe de mutabilité impose un entretien régulier des textes pour faire disparaître les textes obsolètes, etc., ben, on aurait peut-être une obligation de toilettage des procédures pour essayer de les rendre plus simples par la voie numérique. Bon, pourquoi pas? C'est une hypothèse, je ne suis pas sûre qu'elle soit véritablement viable. Il y aurait quand même l'obligation peut-être faite à l'administration de rendre accessible par la voie numérique un certain nombre de démarches administratives. Cette obligation étant quand même sujette là aussi à discussion. Je note quand même, là il faudra peut-être s'interroger là-dessus, que la Cour européenne des droits de l'homme a quand même critiqué la France à plusieurs reprises pour le caractère incompréhensible de certaines procédures. Je pense il y a très longtemps aux procédures de retrait des actes administratifs. On se souvient tous de Jouffre de la Pradelle en 1992. Je ne serais pas surprise qu'à un moment donné, on nous fasse remarquer que la France, dans le domaine des procédures administratives numériques, pourrait peut-être être meilleur élève en la matière, et donc tout en du coup accélérant ces procédures administratives, on pourrait peut-être être condamné pour, j'allais dire, impossibilité d'avoir un droit à un recours effectif en cas de procédure administrative numérique complètement incompréhensible. Bon, le niveau constitutionnel, je le laisse de côté. Bon, je vous ai dit que le principe de simplification pourrait être lié au principe de transparence. Bon, vous savez que ce principe de simplification pourrait être une condition de l'exercice de certains autres droits. Ce n'est pas impossible. Bon, le Conseil constitutionnel ayant consacré, on le sait, le droit d'accès aux documents administratifs. Bon, à mon avis, c'est plutôt une exigence de bonne gestion plutôt qu'un principe fondamental du service public. Ça rejoindrait le droit à une bonne administration. J'en arrive, parce que je suis en retard, à mon dernier point sur le respect sanctionné de manière imparfaite de cette exigence. Alors, comment contrôler la simplification? Comment en assurer le respect? Alors là, comme dirait le général de Gaulle, vaste programme, mais il le disait dans un autre domaine, pas très éloigné d'ailleurs. On a un contrôle de la qualité de la loi qui est quasiment inexistant. Pour être clair, le Conseil constitutionnel ne me semble pas avoir dans ce domaine particulièrement innové. Bon, la simplification est avant tout une volonté politique. Alors, on pourrait imaginer que la responsabilité de l'administration soit engagée, par exemple, sur le fondement du retard à rendre accessible par la voie numérique un certain nombre de formalités ou de démarches. Encore faudrait-il être certain qu'il y a eu des décisions, un échéancier, une prise de position, qu'on s'était engagé. Je doute que cette voie puisse être utilisable. En tout cas, on pourrait penser qu'effectivement, un programme ayant pris du retard. Bon, alors je ne sais pas, je vous prends un exemple qui m'est venu à l'esprit ces derniers jours. On a prévu par exemple que sur la plateforme numérique, on puisse prendre des rendez-vous pour les personnes de plus de 75 ans pour se faire vacciner. Bon, hier, ça fonctionnait pas. Imaginez que ça ne fonctionne pas pendant 15 jours. Donc, c'est purement hypothétique, bien sûr, mais imaginons. Ben, peut-être qu'un administré pourrait dire, ben voilà, j'engage la responsabilité de l'État parce que je voulais prendre rendez-vous, je n'ai pas pu, alors que cette démarche était numérique, je n'ai pas pu, donc j'ai perdu une chance d'échapper à la contamination par le vaccin. Bon, alors ça relève bien des juristes de structurer le cerveau pour arriver à une responsabilité. Bon, ce serait une possibilité, retard dans les démarches administratives, mais bon, je mets quelques réserves à part sur l'ouverture de plateformes de cette nature. En revanche, peut-être qu'il y a un cas où on pourrait développer le contrôle, c'est en matière d'études d'impact. Les études d'impact montrent l'utilité, alors si elles étaient bien faites, on en est à la veille, mais si les études d'impact étaient vraiment très correctement faites, on pourrait dire, voilà, il y a tant de textes que l'on peut supprimer parce qu'ils font doublon, le texte que je vous propose est adapté, et donc on pourrait dire que les études d'impact sont utiles pour indiquer, par exemple, les commissions administratives qu'il faut supprimer, les procédures administratives qu'il faut supprimer. J'en reviens à la loi ASAP, et j'en terminerai par là, que je vous ai citée tout à l'heure. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la loi du 7 décembre 2020 a décidé de supprimer le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. Bon,
Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave parce que de toute façon, il a disparu. Mais dans les travaux parlementaires, donc le projet intervient, on supprime le texte. Et on se rend compte au dernier moment que, catastrophe, une loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a prévu de soumettre à ce conseil moribond, pour consultation préalable, l'élaboration du schéma national des véloroutes. C'est pas rien. Bon. Ah ben oui, mais si on le supprime, ben c'est plus possible. Ah, alors attention, la simplification se heurte à une limite. Et on se rend compte que les lois de simplification n'anticipent pas ce type de difficulté, c'est-à-dire qu'elles devraient indiquer, attention, il y a un certain nombre d'hypothèses où vous supprimez des commissions, mais il y a très peu de temps, on n'avait pas du tout pensé à ça. Même chose pour, alors moi je dois vous dire honnêtement que je ne le connaissais pas, pourtant j'étais président de l'université, mais bon, j'ai dû rater un aiguillage, l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. Je vous annonce à regret qu'il a été supprimé par cette loi ASAP. Je suis désolée de vous apprendre cette mauvaise nouvelle à cette heure-ci, mais on se rend compte que tous les établissements, depuis la loi de juillet 2019, pour une école de la confiance, doivent lui soumettre un certain nombre de projets. Donc, si vous voulez, l'étude d'impact pourrait au moins être là pour dire, voilà, simplification administrative, ce sont les commissions administratives que l'on doit supprimer, mais l'étude d'impact devrait mesurer justement l'ampleur des simplifications, la justification, leur disparition, etc. Et donc, l'idée, c'est que par le contrôle des études d'impact, on devrait imposer dans les études d'impact d'envisager les simplifications opérées par les textes et d'opérer un contrôle dessus. C'est pas possible pour le Conseil constitutionnel parce qu'il l'a dit, le contrôle de l'étude d'impact est quasiment inexistant, pour être honnête. Le Conseil d'État, lorsqu'il est saisi des avant-projets de loi, effectue maintenant un contrôle un petit peu plus poussé. Reste que c'est quand même superficiel. J'en terminerai pour vous dire que pour moi, la simplification est une exigence, certes, une exigence peut-être du service public, mais pour l'instant, c'est un principe de gestion qui me semble actuellement plus favorable à l'administration parce que ça la dispense de respecter un certain nombre de procédures et ça lui permet, il faut être honnête, de se désengager d'un certain nombre de missions, plutôt qu'un principe qui est certes un peu utile aux administrés parce que de temps en temps, ils ont un accès peut-être un peu plus facile au service public, mais il ne faudrait pas que sous couvert de la simplification, on remette en cause des garanties indispensables pour les intéressés, pour les usagers. Pardon d'avoir été un petit peu longue. Excusez-moi, Thomas. Merci beaucoup, Hélène, comme d'habitude, d'une clarté incroyable et qui permet de bien comprendre